Dans une note adressée à la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, les réseaux ressources naturelles alertent sur l'ampleur des cas de nouvelles allocations des concessions forestières observées entre 2015 et 2020. Cette note d'information précise que ces attributions sont jugées illégales par des observateurs avertis pour n'avoir pas observé l'article 23, in fine, de la loi de 2002 portant Code forestier. Lorsque nous avions conduit notre processus de conversion, les contrats, les anciens titres qui ont été convertis, en principe, devraient faire l'objet d'un arrêté qui considère ces espaces comme étant forêts de production permanente. Cela n'a pas été fait. Quand vous lisez la loi est claire en ce qui concerne les aires protégées qu'on avait avant la conversion ou avant qu'on obtienne avant la promulgation du nouveau code forestier. Ces forêts doivent être instituées par cet arrêté interministériel. À en croire ces réseaux, ces concessions forestières sont classées dans la catégorie des forêts de production permanente. Elles sont instituées par arrêté conjoint des ministres ayant les forêts et l'agriculture dans leur attribution. Cependant, cet arrêté n'a jamais été pris depuis 2015. Beaucoup d'opérateurs, beaucoup d'agents autour des ministres qui se sont succédés de 2015 à 2020 faisaient une lecture partielle de l'article 23 du Code et considéraient que les concessions, les titres ayant fait l'objet de conversion étaient des forêts de production permanente des droits, alors que c'était une erreur. La sanction souhaitée par nous serait l'annulation des contrats, des arrêtés attribuant ces contrats-là ou des contrats signés, mais ça dépend de l'appréciation du ministre. Et aussi, j'ai dit tantôt qu'il y a un processus en cours, le processus de revue légale des titres par un cabinet qui est en train de travailler, qui est engagé par le gouvernement, qui travaille. Et nous attendons le résultat de cette revue légale. Notons par ailleurs qu'à ce jour, l'octroi de toute allocation forestière est suspendu conformément au décret numéro 5/116 du 24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrat de concession forestière et portant extension du moratoire en matière d'octroi des titres d'exploitation forestière. 2021, où on est la RDC dans la conservation de la diversité biologique et la restauration de ses écosystèmes. Au pays, la gestion de ressources forestières, fauniques et halieutiques est reposée sur le code forestier colonial qui remonte à 1935. Ce code a subi des révisions en 1962, en 1968, en 1986, en 1995, afin de mettre en œuvre la nouvelle politique forestière dans le contexte sociopolitique actuel. Mais le regret se trouve à ce niveau. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, même les frais de fonctionnement, nous n'avons pas. Parce que c'est à travers nos frais de fonctionnement qu'aujourd'hui, nous pouvons produire des textes. Ça fait partie des priorités des ministères. À en croire le secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement durable, le problème ayant failli dans la matérialisation de cette politique est lié à l'ordre logistique. Ces nouvelles lois ont été élaborées, mais comme toute réglementation, elles doivent être complétées, précisées et surtout évaluées en fonction des évolutions sociopolitiques. Nous sommes devant cette situation de la crise environnementale sans boussole, sans instruments de travail adéquats. Donc nous devons avoir ces instruments qui vont nous aider à bien faire notre politique. Il y a un engagement ferme pour que nous puissions travailler avec ces textes et arriver à les produire rapidement. La mise en œuvre de la nouvelle politique sera certainement influencée par la relecture ou l'élaboration d'autres textes régissant le domaine rural dont le code foncier et loi portant sur les organisations paysannes, procédures pour la gestion des investissements publics,
pour le domaine forestier, faunique et halieutique. L'environnement, l'ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines. Le Pakistan sera l'hôte de la journée mondiale qui se célèbre chaque 5 juin de l'année. La célébration du 2021 verra le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. En guise de cette commémoration, Sekinois de premières heures a, selon lui, défini le concept en sa manière. L'environnement est là où nous sommes. Il faut bien le protéger. Si on n'arrive pas à bien l'entretenir, ça ne marchera pas. Il faut avoir la bonne foi. Hussein Liko Fata a appuyé la thèse selon laquelle Kinshasa est la ville la plus sale du monde. La ville est très sale. Notons que la restauration des écosystèmes, thème retenu cette année, peut prendre de nombreuses formes, notamment planter des arbres, verdir les villes, réaménager le jardin, changer les régimes alimentaires, assainir les fleuves et les côtes. Nous sommes la génération qui peut faire la paix avec la nature. La troisième vague de la Covid-19 a été annoncée ce jeudi 4 juin à Kinshasa. Dans une adresse faite à la nation, le ministre de la Santé affirme que la ville-province de Kinshasa reste l'épicentre de cette maladie. Selon Radio Okapi qui livre cette information, le docteur Jean-Jacques Mbungani a saisi cette occasion pour rappeler à toute la population le respect strict des mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour gérer cette crise sanitaire. Les activités de riposte ont été maintenues afin de détecter et de prévenir des éventuelles flambées des cas Covid-19 dans notre pays. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie Covid-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la Covid-19 au cours des 4 dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la troisième vague de la pandémie Covid-19 dans notre pays, avec la ville-province de Kinshasa comme épicentre. Dans une interview exclusive qu'avait accordée le représentant pays de l'OMS récemment à Environews, cette question avait été évoquée. Selon le docteur Amédée Prosper Djugoum, cette troisième vague était inévitable à cause des mouvements de la population. La troisième vague, comme vous le voyez dans tous les pays, dans les pays surtout européens et certains pays asiatiques et de l'Amérique latine, vous voyez que la troisième phase est vraiment... beaucoup de pays sont dedans ou bien sont en train de sortir de là. Et je crois qu'avec le mouvement que nous connaissons aussi des populations à travers le monde, nous ne pouvons pas être épargnés de cela. Et donc je crois que le risque est là pour une troisième vague, surtout que le taux de la couverture vaccinale que nous souhaitions n'est pas encore au maximum comme nous l'avons planifié. La RDC étant un pays où la majeure partie de la population vit dans une pauvreté accrue, il est impérieux que les autorités se penchent sur cette question qui ne fait qu'accroître le niveau de pauvreté. Greenpeace Afrique demande au gouvernement congolais de suspendre la réforme en cours de l'aménagement du territoire jusqu'à la signature d'une décision gouvernementale. Selon cette organisation internationale, l'aménagement du territoire étant un outil multisectoriel, un travail en synergie entre le ministère de l'aménagement du territoire et le ministère de l'environnement est primordial pour que ces préalables soient réalisés. Avant de pouvoir entamer le travail de fond sur la loi, il faudrait que la question liée à la politique de l'aménagement du territoire soit clarifiée et finalisée. Parce que c'est la politique elle-même qui va donner des grandes orientations qui pourraient être concrétisées dans la loi. Que le processus de l'aménagement du territoire, c'est un processus qui est multisectoriel, ça va toucher sur l'avenir des forêts, y compris les forêts. Nous disons qu'il y a lieu de suspendre le processus, de remettre les choses sur le rail avant de continuer ou d'avancer. Parce qu'on ne peut pas avancer avec de l'obscurité. Et on sait très bien que ce processus va apporter de la lumière si il est fait de manière inclusive, participative et c'est l'ensemble des piliers qui vont garantir
un avenir meilleur pour l'environnement et pour l'utilisation des terres en général en RDC. Par la même occasion, Greenpeace Afrique exige l'annulation des 13 concessions illégales attribuées en 2020, couvrant près de 2,8 millions d'hectares. Le 1,4 million d'hectares des concessions dites de conservation attribuées en septembre dernier doivent être également annulées. On ne peut pas envisager une utilisation des terres intégrale et effective si tous les aspects de cette terre ne sont pas pris en compte. Et les forêts en font partie. Donc, le processus, en ce qui nous concerne au sein des Greenpeace, notre position est que le processus de l'aménagement du territoire doit aussi aider à clarifier les cercles vicieux qui n'a pas cessé de heurter l'opinion nationale et internationale dans le secteur forestier, entre autres le moratoire. En outre, Greenpeace exige également l'adoption d'une loi interdisant toutes les activités industrielles dans les tourbières de la cuvette centrale de la mise en jachère des 19 blocs pétroliers annoncés en janvier 2021. Le corosolier est un arbre originaire d'Amérique et d'Afrique qui produit un fruit très apprécié des phytothérapeutes. Il est relativement petit. Il mesure entre 3 à 10 mètres de haut, comparé à la taille de ses fruits qui peut atteindre 30 cm de long. Très riche en éléments nutritifs, le corosol possède, comme le gombo, de nombreuses propriétés médicinales. Étant donné sa forte teneur en glucides, il n'est pas étonnant que le corosol soit d'abord considéré comme une source calorique par les populations autochtones, source d'autant plus importante que son poids peut avoisiner les 4 à 5 kg. Si le fruit est essentiellement composé d'eau, il renferme également des précieux composants qui lui confèrent ses nombreuses vertus. Riche en vitamine C, le corosol contient également des minéraux, des fibres, des protéines, du fer et autres lipides. Il doit néanmoins être débarrassé de ces grains noirs réputés pour être indigestes. D'autre part, le corosol peut également s'inscrire dans le cadre d'un traitement contre les troubles du sommeil, la dépression ou encore le stress. Ses propriétés antimicrobiennes en font un rempart efficace contre les attaques bactériennes, fongiques ou parasitaires. Sur le plan digestif, il facilite le transit et constitue un antispasmodique particulièrement efficace. Alors, comment consommer un corosol ? C'est bien simple. Toutes les parties du corosolier s'utilisent. Les feuilles, les racines et les fruits. Le choix dépendra de l'application souhaitée. Mais l'arbre préférant largement les régions tropicales pour s'épanouir, il est difficile de le trouver en Europe. Cependant, son importation peut lui faire perdre sa valeur au cours du voyage. Il est utilisé pour purifier le foie ou encore pour maintenir l'équilibre du taux du sucre dans le sang. Sur le plan digestif, il facilite le transit et constitue un antispasmodique particulièrement efficace. Intéressés par ce fruit multifonction, des chercheurs auraient réussi à mettre en lumière ses effets sur certaines pathologies cancéreuses telles que le cancer du sein, des ovaires, du pancréas, du foie, des poumons, de la prostate et des intestins. Ainsi, les feuilles de corosol auraient révélé un pouvoir anticancéreux notable en luttant contre la prolifération des cellules cancéreuses. Certaines études affirment même qu'elles sont 1000 fois plus fortes pour tuer les cellules cancéreuses que la chimiothérapie. Afin de faire une tisane de feuilles de corosol, hachez 10 feuilles de corosol et faites-les bouillir dans 3 tasses d'eau. Éteignez le feu quand environ 2 tiers de l'eau s'est évaporée et qu'il en reste seulement 1 tiers. Laissez la tisane refroidir et consommez-la. Cette tisane est également excellente pour le traitement de la goutte, une infection caractérisée par des articulations enflammées et douloureuses, en particulier les articulations des pieds et des mains. La tisane du corosol combat également les rhumatismes. Semblables à la goutte, les rhumatismes sont un état où le malade a des articulations douloureuses et enflées.
Les muscles peuvent souvent être affectés. Une excellente façon de traiter les rhumatismes est de faire simplement bouillir plusieurs morceaux de feuilles de corosol, les écraser puis appliquer sur les articulations et les muscles touchés jusqu'à 2 fois par jour. Avez-vous souvent un rhume, une toux, une grippe et variété d'autres maladies et infections? Peut-être que la raison est un système immunitaire faible. Une excellente façon de protéger votre corps contre les microbes envahisseurs est de consommer régulièrement la tisane dérivée des feuilles du corosol. Cette boisson peut également être prise si vous souffrez déjà d'une maladie afin d'aider votre corps à se remettre à un rythme beaucoup plus rapide.